Dans la continuité de la conf sur les conventions de nommage sur Swift, au-delà du nommage des objets, des instances, des classes, tout ça, il y a comment je mets mes espaces, comment je mets mes accolades, etc. Et à quoi ressemble mon code. D'après une charmante demoiselle, un code qui est facile à lire, qui est consistant, c'est-à-dire que ce soit moi qui l'ai écrit, que ce soit Alix qui l'a écrit, bah, c'est à peu près le même code, qui est compréhensible, ça permet de baisser les coûts de maintenance du code. Donc on n'est pas en train de dire ça permet de faire un code qui a moins de bugs, on n'est pas en train de dire qu'on va faire un code qui est plus correct, on est en train de dire qu'on va faire un code qui va être plus simple à lire quand on va passer à la maintenance du projet. Donc il y a tout un tas de règles. Alors on est parti pour une quinzaine de slides. Toutes ces règles, elles sont arbitraires. Donc il n'y a pas toujours de fondement réel sur pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Mais c'est les règles qui sont utilisées dans la communauté Swift. Donc c'est les règles qu'il faut respecter pour avoir un code qui ressemble à du code Swift. Donc les espaces sur les déclarations de fonctions. Donc, première ligne, sans espace, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, il faut mettre des espaces après le deux points qui met le nom de l'attribut, entre le type et le égal, et s'il y a une valeur par défaut, il y a des espaces avec le égal. Donc on aère la déclaration de manière à bien comprendre où sont les types. De la même manière, il y a un espace entre les opérateurs, de manière à aérer ça. L'accolade, elle ne se balade pas toute seule ici, elle est toujours en fin de déclaration de fonction. Et si la fonction a fait quelque chose de trivial, genre celle-là, un return A plus B, on met l'implémentation inline avec la déclaration. Donc si ça ne dépasse pas la colonne, on va dire. Alignement des paramètres. En Objective-C, on aurait fait ça. Donc on aura aligné sur les deux points. Sur une déclaration de fonction. Pardon ? Automatiquement, ça fait la version en haut. En Objective-C, oui. En Objective-C, ça c'est le style de déclaration. On aligne sur la droite des noms des paramètres. En Swift, on aligne ici. Alors là, pour ce cas-là, si le nom de la fonction est très long, et du coup on retourne le premier paramètre le plus à gauche possible. Alors, si ton nom de fonction il fait ça là, c'est ça ? Mais imaginons que c'est normal. je vois ça c'est pas censé arriver. En fait, il faut pouvoir stocker dans 120 caractères, à peu près une centaine de caractères, un nom de fonction plus le nom d'un paramètre. Non, mais des fois, on peut avoir nom de fonction plus nom du paramètre plus qu'on appelle ça le mot-clé. Le mot-clé, ouais. Plus le nom de la... Mais de toute façon, Swift, comme on l'avait vu la dernière Tech Talk, lui, il encourage des formats concis. Donc, trouver des mots, surtout en anglais, qui font plus que 50 caractères, il faut commencer à les chercher. Voilà. Et dans le cas où ça arrive Dans le cas où ça arrive, tu ne vas pas démissionner et changer de pays, donc tu vas bien écrire ton code. Ouais, mais on est obligé de le remettre à la ligne. Ouais, tu remets à la ligne, c'est-à-dire que tu auras un nom de fonction super long, un nom de paramètre super long, un type de paramètre super long, et puis retour à la ligne avec un super décalage. Mais ouais, donc tu auras un gros bloc. Et il y a peut-être des cas où tu vas être obligé de dépasser les 119, mais je pense que c'est un cas dans lequel il faut éviter de se mettre juste en choisissant des noms qui sont concis. Les closures.
Les closures, c'est les fonctions anonymes. Donc il y a deux styles, il y a le style court et le style long. La différence entre le style court et le style long, le style court, on ne définit pas de type de retour et on ne nomme pas les paramètres d'entrée. Donc implicitement $0 c'est le premier paramètre, il y a plusieurs paramètres $1, etc. Et le type de retour est inféré par le type de cette expression. Quand on est en style court, on garde les parenthèses. Donc ça fait, sur la fonction map, ça fait parenthèse, accolade, espace, mon statement, espace, accolade, parenthèse. Et tu pourras les omettre. Ça compilerait si tu les omets, mais tu ne respecterais pas le style. Si on est en trailing closure et que le style est long, je nomme mon paramètre et j'explicite mon type de retour. Alors là, je n'ai pas les parenthèses. Si tu n'utilises pas value, il faudra mettre un underscore. Et si, là, en l'occurrence, j'ai un warning parce que value n'est pas utilisé, mais normalement, on fait quelque chose de non trivial. Sinon, c'était juste pour faire un return 0, on mettrait un 0 là-dedans. Donc, si on a une trailing closure style long, alors on ne met pas les parenthèses. Cet exemple n'est pas valable parce qu'on a les parenthèses ici. OK? Les promises. Les promises, on lutte un peu contre la complétion de Xcode. Donc le moyen de ne pas lutter, c'est celui-là, qui en plus respecte les conventions Swift. Donc ça, c'est une fonction qui retourne une promesse. OK, on l'appelle retour chariot, indentation, zen, mon machin, je ferme l'accolade, retour chariot, indentation. Si ici on met le point juste après, alors là, la complétion de Xcode part en vrac. Et puis de toute façon, c'est plus dans le style de Swift de les écrire comme ça que de les mettre accolade fermante point. Mais c'est le premier, moi je fais pas en fait. C'est ça. Une fois que tu l'as mis celui-là, après Xcode il a à peu près à se récupérer pour aligner les autres là-dessus. C'est vraiment super hein, que vous donnez ce type-là de premier. Du coup, Des fois ça marche, des fois ça marche pas. L'avantage aussi, c'est qu'on a le zen, catch et always qui est au même niveau d'indentation. Alors si on laisse le zen ici, on a le zen qui a un certain niveau et le catch qui a un autre niveau. Donc ça nuit un petit peu à la lisibilité. Line width. Donc c'est 119. En fait, c'est pas 119, maintenant c'est 120. Donc ça, c'est pour dire qu'on est quand même sur des standards qui changent au fur et à mesure du temps. En fait, avant, il n'y avait pas de standard. C'était 80, mais personne n'utilise 80. 119, il vient, c'est la taille limite pour faire des diffs inline dans GitHub. Et là, SwiftLint en conf par défaut, maintenant, fait 120. Donc, 120. Les déclarations de dictionnaire avec les deux points, clé, sans espace, deux points, espace, la valeur. Donc la première ligne, c'est pas bon, deuxième ligne, c'est bon. Virgule, espace, clé, deux points collés, etc. C'est la même chose que pour la déclaration des fonctions. Juste quand c'est plus long, tu pars à la ligne avant le A. Oui, si jamais on... Alors, je couvre pas tous les styles, sinon on était parti pour une conf de... Mais je vous donne à la fin le bouquin où il y a tout ça, si vous voulez le lire. Effectivement, si on avait un dictionnaire très long, crochet, indentation, A 2.1, virgule, etc. etc. De la première. Les number literals, donc on a comme en Java, l'underscore. Donc ça, il faut l'utiliser parce que première ligne, on ne voit pas que c'est 1 million et deuxième ligne, on voit tout de suite que c'est 1 million. Première ligne, on est obligé de compter les zéros et compter, on peut se tromper.
Les optionnels. Les optionnels, quand on a à voir si on peut l'utiliser, c'est-à-dire s'il est nul ou pas, on fait ce qu'on appelle du shadowing du nom de la variable. Premier exemple, on définit une nouvelle variable, unwrapped x, qui vaut x si jamais x a quelque chose dedans. Ça définit une nouvelle variable avec souvent un nom à la con. La bonne pratique, c'est d'utiliser le même nom de variable, avec les deux variantes, le iflet et le guardlet. Ça permet de ne pas inventer des noms à la con. Le nil coalescing operator, le 2 points. Deux points d'interrogation, pardon. Il ne s'utilise pas pour appeler des fonctions si x est nil, des fonctions qui ont des effets de bord. Là, ce que ça fait, c'est si x est nil, alors ça appelle cette fonction. Si cette fonction fait quelque chose qui a des effets de bord, je ne sais pas, print un truc ou je ne sais pas quoi, configure une view, mais il faut utiliser cette construction-là. Le double point d'interrogation, il est fait pour donner une valeur par défaut si jamais x est nil, mais pas pour exécuter une action. Alors pourquoi c'est comme ça que c'est défini C'est plus lisible avec la deuxième méthode, tu comprends plus. Quoi. Les deux codes font exactement la même chose. Alors, le code compilé est le même. Le code compilé est exactement le même. Après, c'est à quoi tu t'attends quand tu lis le code. Et quand tu utilises cet opérateur-là, tu ne t'attends pas à avoir une méthode qui a des effets de bord. Parce que des fois, elle n'est pas toujours nommée en effet de bord. Là, j'ai nommé side effect pour... On dit c'est une méthode qui a des effets de bord. Mais le double point d'interrogation, c'est pour donner une valeur par défaut à ce statement complet si jamais x est nil. Alors évidemment, on ne fait pas de force unwrap et de force cast. Donc un force unwrap, c'est quand je ne vérifie pas qu'il y a quelque chose dans X avant d'y accéder. Et donc évidemment, on a un crash si jamais il n'y a rien. Un crash sans explication, avec peut-être le numéro de ligne si on n'est pas en Élysée. Les options, soit on est capable d'avoir une valeur par défaut, donc l'opérateur dont on parlait juste avant. Si X n'a rien, X est nil, alors on va prendre 0 et faire 0 plus 1. Deuxième possibilité, je fais l'évaluation de manière conditionnelle. Donc là, je fais je shadow ma variable x avec un iflet. Et là, je suis sûr que ce x-là a une valeur et je peux faire l'addition. Ou soit je dis je veux cracher, mais dans quel cas, je mets un message de pourquoi je veux cracher. Pourquoi je ne suis pas capable d'aller plus loin. Là, ça crache, donc c'est le même effet. Mais sauf qu'on ne sait pas pourquoi. Donc si on veut cracher parce qu'on ne gère pas le cas, le développeur doit dire pourquoi. Ce qui normalement nous fera faire ça ou ça, la plupart du temps. Parce que quand on commence à écrire une raison du style je suis flemmard, j'ai pas envie de gérer le cas où il n'est pas là alors que je pourrais le faire, on se rend compte qu'il y a un petit problème. Itérer sur une séquence d'optionnels. Une séquence d'optionnels, c'est quand j'ai un tableau. Là, le type, c'est tableau de int point d'interrogation. Ici. Donc, l'approche un peu naïve, elle est d'itérer sur chacun des éléments, donc qui est un optionnel, qui est de type int point d'interrogation, et de l'unwrapper avec un iflet. Donc ça, c'est un peu pourri parce qu'on est en train de faire un for et puis on a deux niveaux d'indentation, alors qu'en fait, on fait une seule opération, c'est itérer sur une séquence optionnelle. La syntaxe, c'est if caselet x insec. Et pas faire le where, pas chercher à faire un where. Oui, Le caselet,
X point d'interrogation. X point d'interrogation, c'est exactement équivalent à... Enfin, les optionnels sont des enums, qui est soit il y a un somme, SOME, il y a soit il y a quelque chose, et tu as la valeur, soit il n'y a rien. Et le point d'interrogation, c'est l'équivalent du somme. Donc on est en train de matcher sur les éléments de séquence qui ont quelque chose dans leur élément. Pourquoi tu dis que le where ne marche pas? Le where, comment tu fais pour. Le where, si tu fais for x in sec where x différent de nil, ça marche, mais tu es obligé après de forcer l'unwrap dans ton for. Tu peux aussi faire un flat map, non? Tu peux aussi faire un flat map. Je sais pas, je pense que ça va être mieux du coup le pattern. En tout cas, ça c'est la façon recommandée d'itérer sur un tableau, une séquence d'optionnels. L'inverse, presque corollaire, c'est la séquence optionnelle. Donc là, j'ai une séquence qui peut être nulle ou qui a des choses, mais dans quel cas je suis sûr que c'est non nul. Donc, première technique, c'est de savoir si la séquence est là, et puis itérer sur chacun des éléments. Là, on a le même problème, c'est qu'on est en train d'essayer de faire une opération, et on se retrouve à deux niveaux d'indentation et deux structures, un if et un for. Première possibilité qui marche très bien, c'est d'utiliser l'opérateur de coalescing nil et lui dire si séquence n'est pas là, alors tu itères sur un tableau vide. Et itérer sur un tableau vide, on fait rien. Ou sinon, c'est utiliser sur séquence le for each et mettre une closure à la fin, ce qui est le plus swift comme façon de faire. Ce serait item X. Oui, pardon. On gère l'optionnel ici avec le point d'interrogation qui est là. Donc si jamais séquence n'a rien, on fait rien. Parce que le for x in sec point d'interrogation, ça marche pas. Si, ça crée forcément un tableau. Non, le for, et si on s'arrêtait là? Ouais, voilà. Non, non, ça marche pas. Ça compile même pas d'ailleurs. Si on itère sur des séquences, mais qu'on n'a pas besoin de tous les éléments, il faut les rendre lazy, avec le keyword lazy. Donc, premier cas, donc ce que je fais, c'est j'ai une séquence de 5 éléments, je fais une opération dans mon map, et je prends que le premier élément. Première ligne, là c'est fait x2 à chaque fois, donc je vais faire x2 sur les 5 éléments, et puis prendre le premier. Le lazy, lui, va faire x2 sur le premier, et puis il va passer au suivant, et le suivant, il va le prendre, et puis après, ça va être fini. C'est comme les itérateurs en Python. C'est exactement pareil. Donc, ce qui permet des fois c'est le first, des fois c'est les deux premiers. Enfin, on a plein de cas d'usage comme ça. On n'a pas à se poser la question, dans le cas du lazy, de pourquoi j'applique le traitement sur tous mes éléments alors qu'au final je ne m'en sers pas à la fin de mon expression. Alors, est-ce que comme les itérateurs en Python, ça change d'état? C'est-à-dire je fais je fais sec1 égale sec.lazy, et après je fais sec1.first, et ensuite sec1.first. Est-ce que je reçois le premier puis le deuxième? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse en tête. Les switches. Donc j'ai deux conditions de booléen. Si j'utilise pas les switches pour faire ça, je me trouve avec 4 blocs. Donc si mes deux conditions sont vraies, si l'une est vraie, l'autre est fausse, puis l'inverse, l'une est fausse, l'autre est vraie. Et puis le else, le else je ne sais pas trop quoi. Est-ce que si je ne me suis pas planté, normalement je dois bien avoir ça. Donc est-ce que je mets un else if ça et un else abort? Enfin bon, voilà, c'est la merde. Peut-être qu'on n'a pas tout bien géré, etc. La façon de le faire avec le switch, c'est de switcher sur mes deux valeurs et de pattern matcher sur les cas qui m'intéressent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de default case à mettre parce que le compilo, il est assez malin pour dire là, on a évalué tous les cas possibles. Donc on est sûr de ne pas en avoir raté. C'est futé. Parce que c'est des booléens en fait. Mais si tu mets un int.
Bah, un int, tu peux mettre aussi avec des ranges en termes de pattern matching, etc. Si tu mets 3 booléens, si le premier est faux, puis je m'en fous de la valeur des autres, etc. Et l'idée, évidemment, c'est d'éviter de se retrouver à mettre un default abort. C'est d'avoir le check à la compilation que tous mes cas sont gérés. Alors comment ça marcherait des pattern matching par exemple sur des strings qui auraient deux valeurs possibles? Bah, deux valeurs possibles en A et B. Ouais. Bah, case A, case B, quoi. Ouais, mais comment il sait? Du coup, je suis obligé de mettre un default. Là, tu seras obligé de mettre un default. Tu seras obligé de mettre un default. Mais là, je te dirais que tu ferais mieux d'utiliser un enum pour faire ça. C'est qu'un Non, mais ce que tu dis sur des int, tu peux faire du pattern matching avec des ranges. Ouais, avec des ranges. D'accord. Et tu veux pas faire pareil avec des... À quoi ça ressemblerait? Bah, là, tu mettrais 0, 2 points, 100, par exemple, si c'est entre 0 et 100. Et puis, tout ce qui est différent de 0 100, c'est un autre code, quoi. Donc, toutes ces règles, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, évidemment, elles sont difficiles à mémoriser. On ne les a pas forcément en tête. Et c'est là que Swiftlint va venir nous aider à vérifier. Il ne vérifie pas tout, mais il en vérifie déjà pas mal, qu'on écrit un code qui est dans le style de Swift. Un petit walkthrough sur l'installation de Swiftlint. Donc, première étape, je mets Swiftlint dans mon pod file. Alors ce que ça fait, ça compile pas une dépendance pour l'appli, mais ça va venir installer dans mon dossier pods un binaire précompilé pour macOS X qui va être appelé pendant le build. L'intérêt de le mettre dans le pod file, c'est que c'est versionné. Vu que c'est des règles qui évoluent, la version de Swiftlint d'il y a 3 mois, si elle me dit OK pour le projet par exemple Essence, je prends la version d'aujourd'hui ne va pas avoir les mêmes règles, va peut-être en avoir plus ou des implémentations différentes. Donc il faut, bonne pratique, c'est vous mettez Swiftlint dans votre projet. Et puis, à moins de passer à Swift 4 ou Swift 5, vous ne changez pas trop la version. Sauf si vous avez le temps, mais bon, c'est pas forcément ce qu'on... Pour chaque target, vous rajoutez un script qui est toujours le même pour tout le monde. Lui, il va lancer Swiftlint juste pour le dossier qui correspond à la target. Et ça permet de grouper les erreurs dans le Xcode, les warnings ou les erreurs de lint, bien à la target que vous êtes en train de builder. Parce que si vous mettez un Swiftlint complet sans mettre ce paramètre-là, ça va faire sur tout le code source. Donc vous allez builder la target, je ne sais pas, la target UI, et puis ça va vous faire foirer le build UI pour une erreur de lint sur le framework service. Alors que si vous mettez ça, quand vous buildez la target UI, ça va faire le lint que de l'UI, et vous mettez la même chose dans la target service, et ça fera le lint que de la target service. Comme ça, s'il y a une erreur de lint dans la target service, ça arrêtera le build dans la target service. Vous mettez ça après le checkpod manifest.log et avant le compile sources. C'est à l'usage ce que j'ai trouvé de mieux pour ne pas avoir des erreurs qui restent trop longtemps affichées. À la racine du projet, on met un .swiftLint.yaml qui exclut, donc c'est un fichier YAML évidemment, qui exclut les pods. On ne va pas linter les pods parce que ce n'est pas du code sur lequel on a la main. On ne va pas linter parts. Donc parts, c'est là où on met nos sources quand on est en mode source. Et on ne va pas linter le dossier Fastlane parce qu'il peut y avoir un ou deux fichiers Swift, notamment pour les tests du UI. Donc on ne veut pas les linter non plus. L'idée, elle est de rien exclure comme règle ou comme check à cet endroit-là. Donc on applique par défaut la conf par défaut de Swiftlint. Au niveau du build en intégration continue, l'idée c'est de le faire assez tôt, donc c'est après le build out et avant les tests unitaires. Parce que s'il y a une erreur de lint, ça c'est rapide, hein, ça prend
projet comme Essence, ça prend, je sais pas, 4-5 secondes quoi, pour tout faire. S'il y a une erreur dans la ligne qui fait foirer le build, donc je ne parle pas d'un warning, je parle vraiment d'une erreur, vaut mieux que ça pète là que là, parce que là ça pètera peut-être au bout de 5 minutes, là ça pètera au bout de 5 secondes. Donc on a un feedback qui est plus rapide. Avec un setup pareil, le lint est vérifié 2 fois. Première fois ici, et deuxième fois pendant le build avec Fastlane. Mais c'est pas gênant. On veut juste faire aborter le build si on a des erreurs de lint. Il faut configurer Xcode pour que ce soit vivable en termes notamment d'indentation et de gestion des espaces. Donc, on met la colonne à 120, donc le guide visuel, et on coche ces 2 cases-là. Ces 2 cases, elles vont dire que si j'ai une ligne qui termine par exemple avec un espace ou 2 espaces ou 3 espaces, je sais pas parce que j'ai fait un copier-coller, un tab, automatiquement il va retirer les espaces. Ça évite les warnings lint. Et si une ligne n'a que des espaces, on ne supprime pas la ligne, mais on supprime tous les espaces de la ligne. Il ne reste que le retour chariot. C'est une ligne vide, quoi. Ça, la logique derrière, c'est d'éviter des conflits non nécessaires au moment de faire des merges. Parce que si quelqu'un a rajouté un espace à la fin d'une ligne, on va avoir un conflit potentiel sur cette ligne, alors qu'il n'y a pas d'information. Parfois, on a besoin d'exceptions au lint. Donc, par défaut, on lint tout, et de manière exceptionnelle, on désactive le lint. Il y a 3 façons de le faire. Donc, c'est des commentaires qu'on met dans les fichiers. Donc, il y a Swiftly Disable Next qui va disabler le check, ça c'est le nom du check, par exemple c'est un force try, ça va mettre une erreur si on fait un try point d'exclamation. Ça va disabler pour le prochain statement. Donc si là par exemple la ligne d'après j'ai un force try, ça va passer, ça ne me le dira pas. Je peux disabler les checks au niveau du fichier complet. Par exemple j'ai un fichier qui est long, et puis vu qu'il fait que, je ne peux pas le raccourcir, je ne peux pas le splitter en plusieurs fichiers, etc. Donc je mets ça en haut du fichier. Par exemple, le fichier généré par SwiftGen pour la localisation des strings, lui il est grand et on n'y peut rien parce qu'on peut avoir 500 strings dans un projet. Il a ce check qui est disablé de cette façon-là en tête du fichier. Et celui-là, il permet de disabler sur ce qu'il y a avant le commentaire. Donc vous faites ici votre forcecast too much, mais vous avez une bonne raison de le faire, admettons. On met Swiftly disable this forcecast et ça permet d'avoir sur la même ligne le forcecast le check du forcecast qui est désactivé. Évidemment, ça rend pénible les violations au lint. Et c'est fait pour. C'est fait pour dire, du coup, c'est plus simple de faire un guardlet que de mettre un Swiftly disable machin truc, quoi. Et si on en voit apparaître trop des Swiftly disable, là, c'est qu'on est en train de ne pas écrire les choses correctement. Les choses un peu pénibles, c'est les fichiers qui sont longs. Je crois que par défaut, c'est 400 lignes, un fichier. On arrive assez facilement à 400 lignes. La technique, elle consiste à splitter en plusieurs fichiers avec, par exemple, un view controller avec plusieurs extensions. Et chaque extension gère une partie du view controller. Splitter le view controller en plusieurs view controllers. Ça, c'est une bien meilleure idée. En faire plus dans le modèle, ou dans la partie service, et moins dans le view controller. Ou faire un manager, qui est un data controller, qui va faire la médiation entre la couche data et la couche view controller. Les fonctions qui sont trop longues aussi, ça en général, ça arrive vite, je crois que c'est à 40 lignes. De notre côté, si une fonction qui fait 40 lignes, elle n'est pas loin de plus tenir sur un écran, donc on sait qu'on va avoir un problème de lisibilité. Il analyse la complexité cyclomatique, donc le nombre de branches dans chaque fonction. Donc si vous mettez des warnings comme quoi la complexité cyclomatique est trop importante, c'est-à-dire qu'il y a trop de branches possibles. Quand tu fais un switch case, tu vas rapidement
Donc il y a des cas où ça justifie. Mais il y a aussi des moyens de réécrire les switch cases, notamment avec des pattern matching, où il y a beaucoup moins de cases. Donc il y a un sample project avec l'intégration de Swiftlint sur notre Git, pour ceux qui veulent aller voir. Le bouquin qui fait référence, c'est le bouquin d'Erika Sadoun, qui est disponible sur ce site internet ou dans ma bibliothèque pour ceux qui veulent me l'emprunter.